Juillet 2002. Les médias du monde entier se rassemblent à New York pour assister à la vente aux enchères la plus extraordinaire du nouveau millénaire. Un unique objet est mis en vente, une pièce de 20 $ en or. Introuvable pendant plusieurs décennies, ce Double Eagle de 1933 est sur le point de devenir le bout de métal le plus précieux de la planète. C'est l'affaire la plus intéressante qu'il m'ait été donné de traiter. L'histoire qui l'entoure est tellement riche. Parmi les personnes intéressées par la vente, un mystérieux enchérisseur qui dispose de millions de dollars. Il n'avait jamais participé à des enchères. Il voulait en connaître le fonctionnement et tenait à rester discret. Le mystérieux enchérisseur ne possède pas d'autres pièces rares, mais il s'intéresse à celle-ci à cause de son histoire épique et surprenante. C'est une pièce pas comme les autres. Convoitée par des présidents, des rois et des milliardaires. Traquée par des enquêteurs criminels. Pendant plus d'un demi-siècle, le Double Eagle a figuré sur la liste des objets les plus recherchés. Oui, monsieur, je suis en train de taper mon rapport. Tel un fuyard, elle échappe à tous, traverse les continents et les océans, faisant opérer son charme magique. À certains, elle rapporte des fortunes. Il en veut 1,5 million de $. Et à d'autres, la ruine. Police! Secret Service! On ne bouge plus! L'histoire de cette pièce de monnaie fascinante commence avec un des présidents américains les plus charismatiques, Theodore Roosevelt. 1905, l'aube du XXe siècle. Roosevelt est un grand visionnaire. Il perçoit les États-Unis comme le champion de la démocratie et de la liberté. Des valeurs symbolisées par l'aigle américain. Il tient à graver cette vision sur les pièces de monnaie qui sont le visage de la nation. Il veut des pièces en or de 21 carats. Depuis la ruée vers l'or de 1848, le trésor américain regorge du précieux métal. Les pièces d'or sont maintenant bien plus grosses, lourdes et précieuses qu'autrefois. Mais Roosevelt déteste les effigies des pièces américaines. Il déclare même à son ministre qu'il les trouve d'une effroyable laideur. Le président décide donc de faire dessiner une nouvelle effigie pour la pièce en or de 10 $, l'Eagle, et celle de 20 $, le Double Eagle. L'homme qui se voit confier la réalisation de la vision présidentielle est Augustus Saint-Gaudens, l'un des plus grands sculpteurs américains. Il est à l'origine des plus beaux monuments du pays. Saint-Gaudens fait partie des grands de la fin du 19e, début du 20e siècle. Il était donc tout naturel pour Teddy Roosevelt, qui souhaitait rendre notre monnaie plus remarquable et plus belle qu'elle ne l'était, de se tourner vers quelqu'un comme Saint-Gaudens, qui était une grande figure de l'époque. C'est une course contre la montre. Saint-Gaudens sait que l'effigie des nouvelles pièces va être jugée par la nation tout entière, dont elle est l'image. Mais l'artiste est atteint d'un cancer, et seuls des médicaments lui permettent de supporter la douleur. Sa première tâche consiste à créer une nouvelle image de l'aigle américain sur le revers de la pièce d'or de 20 $. Il commence par dessiner un aigle dressé sur ses ergots. Mais c'est un aigle en vol qui est choisi. L'icône de la liberté et des aspirations du pays, une figure transcendante, impériale et magnifique. Saint-Gaudens livre son projet. C'est une vision glorieuse et immortelle. Roosevelt est ravi.
Il s'agit d'une avancée considérable, car c'est une vraie sculpture. L'aigle du revers est incroyable. Il vole devant le soleil. L'image est magnifique. Ces jours étant comptés, Saint-Gaudens s'attaque maintenant à la représentation de la liberté sur l'avers de la pièce. Roosevelt n'aimait pas le côté guindé de la liberté qui ornait nos pièces depuis un demi-siècle. Il voulait quelque chose de saisissant. Il était lui-même impressionnant. Il voulait que les choses avancent. Alors il a frappé du poing sur la table et ça a marché. Le génie artistique de Saint-Gaudens est sur le point de livrer sa plus belle création. Comme il travaille de mémoire, personne ne sait ce qui l'inspira. Un ancien modèle, une ancienne maîtresse, ou l'ultime vision de l'amour, de la beauté et de la perfection d'un artiste mourant. Le résultat est une véritable icône. C'est une œuvre extraordinaire qui fait en oublier la taille. On y voit la liberté, les cheveux au vent, le soleil illuminant le monde derrière elle. Elle tient un rameau d'olivier dans une main et la torche de la liberté dans l'autre. C'était un tour de force, un acte de bravoure. Peu de temps après avoir achevé ses effigies, Saint-Gaudens meurt, son chef-d'œuvre accompli. Notre pays possédait la plus belle monnaie du monde, tout simplement. Et ce, grâce à Roosevelt. En 1907, la production des nouveaux Double Eagle démarre. Des versions sont frappées et émises chaque année, faisant le bonheur des collectionneurs de pièces du pays. Mais en 1933, tout change. Cette année-là, près d'un demi-million de Double Eagle sont frappés. Et pourtant, des décennies plus tard, une seule de ces pièces est acquise aux enchères, pour plusieurs millions de dollars. Comment un de ces Double Eagle a-t-il pu refaire surface et devenir la pièce de monnaie la plus précieuse et la plus convoitée de la planète? Ce mystère trouve ses racines dans les événements capitaux de 1933. Cette année-là, la Grande Dépression ravage les États-Unis. Pour garantir leurs économies, les gens achètent des pièces d'or. Les ponctions dans la réserve d'or du pays deviennent incontrôlables. Le 4 mars 1933, un nouveau président prend ses fonctions. Il s'agit du cousin de Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt. Je suis certain que mes chers compatriotes s'attendent à ce que, en ce jour de mon investiture, je m'adresse à eux avec franchise. Le nouveau président est déterminé à mettre un terme au tarissement des réserves d'or. Le problème n'est pas insoluble si nous l'affrontons avec sagesse et courage. Dès son premier jour à la Maison-Blanche, Roosevelt exige que les particuliers restituent leur or en échange de billets de banque. Je crois qu'aucun autre président n'a fait une déclaration de cette importance dans les 24 heures qui ont suivi son investiture. Il a interdit la détention d'or aux particuliers. Dès le lendemain, les gens faisaient la queue avec des sacs d'or devant la Banque de la Réserve fédérale à New York. Mais personne n'a prévenu l'hôtel de la Monnaie de Philadelphie. Malgré l'interdiction, la Monnaie de Philadelphie produit près d'un demi-million de Double Eagle avant que Washington ne s'en rende compte. Ce sont les nouvelles? Celles de 33? Oui, elles viennent d'arriver. Certaines sont même envoyées au bureau du caissier général pour vérification. Elles font le poids parfait. Personne ne leur avait dit d'arrêter la fabrication. 455 500 Double Eagle furent produits en toute légalité. Mais à peine étaient-ils fabriqués que leur détention devenait illégale.
Quel magnifique paradoxe. Leur fabrication était légale, mais pas leur possession. La monnaie finit par réagir. Les Double Eagle de 1933 sont placés dans un coffre du bâtiment. Si une de ces pièces interdites parvenait à s'échapper, elle deviendrait le rêve de tout collectionneur. Le caissier général de la monnaie, George McCann, sait qu'il doit se montrer très vigilant. On n'a pas le droit à l'erreur, que ce soit à la pesée ou dans l'enregistrement des informations, c'est compris? À la moindre anomalie, même s'il ne manque qu'une pièce, vous m'appelez. Bien, monsieur. Nous connaissons la procédure. Avez-vous vérifié les scellés, monsieur Zimba? Oui, ils sont intacts. Ok. Les responsables comme George McCann sont tenus personnellement responsables de toute perte. À chaque pesée ou mise en réserve, ils vérifient que tout le monde respecte bien les procédures de sécurité, y compris le gardien de la salle des coffres, Edward McKernan. Veuillez vérifier, puis mettez à jour le registre. Si la moindre pièce d'or de 1933 venait à manquer, les responsables de la monnaie chargés de ces pièces devraient payer de leur poche. Écoutez, ce registre est mal tenu. Je ne veux plus jamais voir ce genre de choses. Compris? Mais monsieur, c'est la seule page un peu brouillon. Si personne n'arrive à lire ce que vous écrivez, des erreurs peuvent être commises. Si ça arrive, je saurai à qui m'en prendre. Les pièces de 1933 sont enfermées. Leur destin est entre les mains de Washington. Après 9 mois d'interdiction de l'or, le ministère des Finances a versé des centaines de millions de dollars en échange de l'or rapporté. Le gouvernement décida alors de fondre les pièces d'or de tous les hôtels de monnaie du pays. Ouvrez les cages. Montrez-moi vos registres, monsieur McKernan. Oui, monsieur. C'était une entreprise d'envergure. Il fallut 2 ans et demi pour fondre toutes les pièces. C'est finalement au tour des Double Eagle de 1933. Près d'1 demi-million de pièces jamais mises en circulation sont sur le point d'être détruites. Tous les Double Eagle de 1933 furent saisis, pesés et envoyés à la fonderie. Les œuvres magnifiques de Saint-Gaudens allaient être réduites à l'état de banals lingots. Ces pièces ont vu le jour, elles ont vécu, et elles ont été détruites dans un même bâtiment à Philadelphie. Cependant, 2 Double Eagle sont officiellement conservés et envoyés à l'Institut Smithsonian pour enrichir la collection de pièces du pays. Les 2 pièces y sont encore aujourd'hui. Mis à part ces 2 rescapés, les Double Eagle de 1933 n'existent plus officiellement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu une fuite, et les Double Eagle de 1933 vont se retrouver sur la liste des objets recherchés par le Secret Service. « 1944. L'Amérique est en guerre. La guerre est bonne pour les affaires. À New York, l'expert numismate Stax tient une de ses ventes aux enchères habituelles. Parmi les objets en vente, un Double Eagle de 1933, une pièce qui ne devrait pas exister. Seulement 11 ans après sa fabrication, la pièce est supposée atteindre 75 fois sa valeur initiale, 1 500 $, voire plus. Si cette pièce est authentique, comment a-t-elle pu échapper au haut fourneau et sortir de la monnaie? Même s'il ne manque qu'une pièce. D'après les registres de la monnaie, mis à part les 2 exemplaires envoyés au Smithsonian, tous les Double Eagle de 1933 ont été détruits. Il semble qu'on ait affaire à un crime parfait. Le Secret Service, chargé de lutter contre la fausse monnaie, ouvre une enquête. L'un de ses meilleurs éléments en prend la tête, l'agent spécial Harry Strong. Désolé du retard, monsieur. Asseyez-vous. Vous avez la réputation d'être un homme intelligent et débrouillard. Alors épatez-moi, Strong.
Une pièce d'or de 1933, censée avoir été fondue, est apparue lors d'une vente aux enchères. Comme elle n'a jamais eu cours, elle a dû être volée. Et Il s'agit peut-être d'une pièce de collection, mais ça reste une simple pièce de monnaie. où voulez-vous en venir? Notre pays est en guerre. Nous croulons sous les scandales de blanchiment d'argent. Et vous voudriez que j'enquête sur une pièce? En quoi est-ce important? Désolé, mais ce n'est qu'une pièce. Vous faites erreur. Il ne s'agit pas d'une simple pièce. Elle est illégale. Si le public ne peut plus se fier à la monnaie, il va perdre confiance dans le dollar. Or, c'est sur l'argent que notre pays s'est construit. Je comprends. Je veux que vous retrouviez celui qui l'a volé, qu'on l'arrête. Strang ignore que son enquête marque le début d'un mystère qui va demeurer bien après sa mort. Sa tâche est simple. Il doit retrouver la trace de cette pièce et de celui qui l'a dérobée. Il commence par se rendre chez le numismate professionnel Stax, qui a mis en vente ce mystérieux Double Eagle. Comment la pièce a-t-elle atterri ici? Quel est le lien avec la monnaie? Harry Strang leur a dit que toutes ces pièces avaient été détruites et que celle qu'il détenait avait dû être volée à la monnaie de Philadelphie. Les Stack lui ont donc remis la pièce pour qu'elle soit examinée. Les agents du service secret l'ont fait et ils ont établi qu'elle était authentique. Strang confisque la pièce et fait une découverte qui va l'aider dans son enquête. Les commissaires-priseurs lui ont fourni le nom d'un revendeur qui posséderait également une pièce d'or de 1933. L'homme s'appelle Max Berenstein. Une visite chez lui s'avère fructueuse. Quand Strang le menace de poursuite, l'homme lui remet le deuxième Double Eagle. Berenstein prétend ne rien savoir du vol. Il informe Strang que les plus gros négociants de la ville possèdent des pièces illégales de 1933. Fort de ce renseignement, Strang peut saisir 3 pièces supplémentaires. Leur nombre est de 5 désormais. L'enquête de routine se transforme en affaire de conspiration. Strang ne souhaite pas poursuivre les possesseurs des pièces, mais ceux qui les ont volées à la monnaie. Toutes les pistes conduisent à Philadelphie, lieu de naissance des Double Eagle. Strang découvre qu'un important expert numismate de Philadelphie, James McAllister, a vendu 5 Double Eagle de 1933. Strang se rapproche doucement de la source. James McAllister était un homme très élégant. Il portait de fines lunettes. C'était un fin numismate, un gentleman négociant en d'autres termes. Content de pouvoir vous aider. Comment s'appelle le négociant qui vous a vendu les 5 pièces d'or de 1933? Il s'appelle Easy Sweet. C'est un bijoutier du coin. Easy Sweet est au cœur du marché de l'or de Philadelphie. Il se rend souvent à la monnaie pour y vendre de l'or de récupération. Vous n'aviez aucune inquiétude à son sujet? Comment vous dire? On rencontre toutes sortes de gens sur ce marché. Et cet homme est surnommé le contrebandier des pièces d'or. Si vous aviez des soupçons à son encontre, pourquoi acheter les pièces? Elles étaient authentiques et de grande valeur. Et de surcroît, très rares. Je n'avais jamais vu de Double Eagle de 1933. C'était une belle trouvaille. Je comprends. J'imagine que vous avez interrogé M. Sweet sur leur provenance. À plusieurs reprises. La première fois, il a prétendu les avoir achetés à une vieille dame qui avait de la famille au ministère des Finances. Puis il a changé l'histoire et dit qu'elle lui provenait d'un homme qui avait des relations à la Banque de la Réserve fédérale. La Banque de la Réserve fédérale, vous êtes sûr? Tout à fait. J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait d'un homme qui avait une drôle de réputation. Comment ça? On m'a raconté que Sweet avait été arrêté il y a quelques années. Il portait une valise qui semblait étrangement lourde. Elle contenait des pièces d'or. Vous vous rappelez quand c'était? Au cours de l'année 1934, après l'interdiction de stocker l'or.
Le clou de mes entretiens avec M. Sweet a eu lieu quand il m'a proposé d'autres pièces de 1933, autant que je voulais. Autant que vous vouliez. Oui. Il m'a parlé de son associé, Ed Silver, qui pouvait avoir tout l'or qu'il voulait. Apparemment, il avait 25 de ces pièces d'or de 1933 et il n'en avait vendu que 14. Donc il y en a encore beaucoup en circulation. Merci bien. Le témoignage de McAllister fournit des preuves capitales. Strong, j'écoute. Oui, monsieur. Je suis en train de taper mon rapport. Toutes les pièces illégales en circulation ramenaient à Easy Sweet, le bijoutier. Oui, c'est exact. Sweet est considéré comme l'un des rois du marché de l'or de Philadelphie. Strong décide alors de l'interroger. Nous sommes dans le quartier des bijoutiers de Philadelphie. C'est ici que se trouve la boutique d'Easy Sweet. Il reconnaît avoir vendu 9 Double Eagle. Strong souhaite savoir où il les a eus et surtout, qui les lui a fournis. Vous ne gardez pas de traces. Je reçois beaucoup de monde. Les gens viennent me voir avec toutes sortes d'objets. J'oublie mes achats, mais jamais mes ventes. Vous voulez me faire croire que vous avez oublié qui vous a vendu les Double Eagle? J'ai une très mauvaise mémoire. Et James McAllister? Un vrai gentleman avec ses cigares et ses costumes 3 pièces. Vous lui aurez dit avoir obtenu ces pièces d'une vieille dame qui avait de la famille au ministère des Finances. Ah oui. Ouais. Et ensuite, vous auriez changé de version. Vous avez prétendu que c'était un employé de la Réserve fédérale. Il vous a dit ça? Oui. Êtes-vous déjà allé à l'hôtel de la Monnaie? Vous plaisantez. Je fais ce métier depuis des années. C'est là que je rapporte mon or. Et qui connaissez-vous sur place? Vous vous souvenez de nom? Je ne suis pas complètement écervelé. J'étais en rapport avec Jack Pepper du service des réceptions. Qui d'autre? Robert Graham, mais il a pris sa retraite. D'ailleurs, c'est sa montre. Le mécanisme de la minuterie est défectueux. Le moindre changement... Quelqu'un d'autre? Non. Personne. Absolument personne. Strong est sceptique. Chaque pièce illégale retrouvée le ramène à Easy Sweet. Mais le bijoutier prétend avoir oublié le nom de son fournisseur. Strong soupçonne Sweet de les avoir achetés à un employé de la Monnaie. Mais ses contacts à l'établissement n'avaient pas d'accès direct au Double Eagle de 1933. Sweet devait donc être en relation avec une autre personne. Strong doit reprendre du début. Qui avait accès à ces pièces? Ce registre est mal tenu. Je ne veux plus jamais voir ce genre de choses. Un suspect évident, le gardien de la salle des coffres, Edward McKernan, aujourd'hui retraité. Pendant des années, il a eu accès aux coffres où les sacs de Double Eagle étaient stockés. Mais avant d'être fondus, les pièces ont été pesées et aucune anomalie n'a été détectée. C'est au cours de l'interrogatoire suivant que tout s'éclaircit. Strong rend visite à quelqu'un qui a manipulé les sacs de Double Eagle pendant des années, Alexander Zimba, un employé de la Monnaie. Vous êtes en train de me dire que les sacs étaient tellement lourds que vous fermiez les yeux en les déplaçant. N'est-ce pas plutôt que vous vous serviez en pièces? Je n'ai jamais rien pris. Et je n'ai jamais vu personne le faire. Je vous l'ai dit. Et pourquoi est-ce que je vous croirais? Comment pourrais-je vous croire? Vous travaillez sur place pendant ces 3 années et des pièces se sont évaporées comme par magie. Je ne veux attirer d'ennui à personne. Et je n'ai jamais vu de mes yeux quelqu'un voler des pièces. Je ne crois pas que vous soyez coupable, mais je pense que vous savez qui l'est, ou que vous soupçonnez quelqu'un. Il y avait ce type qu'on surnommait le magicien. Il avait un rituel. À chaque nouvel arrivage, il ouvrait le sac. Ça n'était pas obligatoire, mais il aimait toucher l'or avec ses doigts. Il faisait toujours ça. Qui est donc ce magicien?
Nul autre que le vigilant caissier George McCann. À la moindre anomalie, même s'il ne manque qu'une pièce, vous m'appelez. McCann ne travaille plus à la monnaie. Il est maintenant dans l'immobilier. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des clients à contacter. Je serai bref, Monsieur McCann. J'ai juste quelques questions à vous poser, notamment sur les transports de pièces et les mesures de sécurité qui les entouraient. Que voulez-vous savoir? Simplement, qui y avait accès? Eh bien, le compartiment qui renfermait les pièces était sous la surveillance du gardien de la salle des coffres. Lui seul en avait la clé. Poursuivez. Que devenaient les pièces à leur arrivée à la monnaie? Elles étaient placées dans le coffre F. Le gardien de la salle des coffres et son assistant étaient les seuls à y avoir accès. C'était McKernan, le gardien? Oui, Et Monsieur Brady, son assistant? oui, mais il est décédé. Donc, vous ne vous occupiez pas de la distribution des pièces après leur arrivée? Je ne m'en occupais pas du tout, ça n'était pas mon travail. C'était McKernan qui les transportait. Avec Brady, ils avaient un accès illimité au coffre. D'accord, d'accord. Vous devriez me lâcher et vous adresser à eux. J'ai du travail qui m'attend. Très bien, j'ai compris. Juste une dernière question. Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler d'Israel Sweet? Sweet? Oui, j'en ai entendu parler. C'était un bijoutier qui venait souvent à la monnaie avec des sacs d'or récupérés. Mais vous ne le connaissiez pas personnellement? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Je sais que vous avez affaire, mais j'aimerais que l'on se revoie. Mais je vous ai déjà tout dit. Bientôt. Je regarde mon agenda et je contacte mon avocat, au cas où il voudrait être présent. À très bientôt, alors. L'avocat de McCann réussit à lui éviter un second interrogatoire en prétextant la santé fragile de son client. Malgré cela, les preuves contre l'ancien caissier s'accumulent. Strang découvre que des versements ont été effectués sur le compte de McCann en 1936, pour un total de $10 000, 5 fois plus que le salaire annuel de l'ancien caissier. De surcroît, ces dépôts coïncident avec des retraits d'un même montant effectués par l'associé de Sweet. Ultime découverte, 4 ans après le vol des Double Eagle, McCann a été surpris en train de voler diverses pièces à la monnaie. Il a été reconnu coupable et a écopé d'1 an de prison. Le voilà donc suspect numéro 1. Mais comment a-t-il fait? En tant que caissier général, il avait un accès sans surveillance au Double Eagle de 1933 présent dans sa chambre forte. Tout ce qu'il avait à faire était d'échanger les pièces de 1933 avec des pièces du même poids. Personne ne s'en apercevrait puisque les pièces étaient pesées, mais pas examinées avant d'être fondues. C'était une occasion unique de commettre un crime parfait. Strang en conclut que McCann est de mèche avec Sweet. Vous espérez me faire croire que vous avez oublié qui vous a vendu les Double Eagle? J'ai une très mauvaise mémoire. Après 1 an d'enquête, Strang est convaincu que le voleur est George McCann et Kizzy Sweet est son complice. Mais l'agent spécial n'est pas au bout de ses surprises. Vous allez les mettre en examen? J'ai bien peur que non. On ne s'attaquera à aucun des deux. Il est trop tard pour les poursuivre. Il y a prescription. Malgré les preuves, ils vont s'en tirer? Et comment le public pourra-t-il garder confiance en la monnaie si un de ses responsables se sert en or? Strang, je sais que vous y avez consacré du temps et que vous voulez les voir condamnés, mais cette fois, on ne peut rien faire. Pourquoi chercher à trouver les responsables alors? J'aurais dû continuer à me consacrer aux trafiquants. Excusez-moi, monsieur. Vous avez fait du bon boulot, Strang. Et je ne pense pas que l'affaire s'arrêtera là. Strang est déçu. Ses suspects restent libres. Grâce à son enquête, 9 pièces ont été récupérées et détruites. Mais le Secret Service a découvert qu'une 10e pièce leur avait échappé. Et cette unique survivante pourrait un jour valoir des millions.
L'évasion de cette pièce commence avec une bourde administrative à Washington. Mars 1944. Monsieur Fame, heureux de vous revoir. Une semaine avant que Strang ne démarre son enquête, Voici la pièce. le Trésor accorde une licence d'exportation à un collectionneur étranger. Et votre licence? Mais cette licence concerne une pièce qui ne devrait pas exister, un Double Eagle de 1933. Les fonctionnaires ignorent que cette pièce est illégale. Ce Double Eagle a réussi à échapper aux hauts fourneaux et au Secret Service. La pièce est emportée à des milliers de kilomètres de là, au pays des pharaons. Son nouveau propriétaire est le roi Farouk d'Égypte, un des plus grands collectionneurs du monde. C'était un vrai playboy. Il collectionnait les vieux flacons de médicaments, les lames de rasoir. Il possédait une des plus importantes collections de timbres, entamée par son père. Il avait des œufs de Fabergé, et même une collection d'œuvres pornographiques si importante qu'elle intéressait le British Museum. Et bien sûr, il collectionnait les pièces. Le Double Eagle de 1933 est extrêmement rare et devient une des possessions les plus prisées du roi. Mais le Trésor américain, qui a réalisé l'erreur commise, souhaite maintenant récupérer la pièce. Le roi Farouk d'Égypte embarque. Le président est venu l'accueillir. Le roi Farouk étant un allié important des États-Unis, le gouvernement américain ne fait rien pour récupérer la pièce. En Égypte, Farouk est détesté pour ses extravagances et sa cupidité. Il dépense des centaines de milliers de dollars pour ses maîtresses et des millions dans les casinos. La loi martiale a été décrétée en Égypte, à la suite d'émeutes qui ont ensanglanté le pays des pharaons. L'armée qui assure le pouvoir du trône se retourne contre son roi. En 1952, Farouk est renversé. Le gouvernement révolutionnaire souhaite dénoncer l'extravagance du roi. Il décide de vendre aux enchères les trésors de Farouk. Parmi les objets précieux mis en vente, on retrouve le Double Eagle de 1933, celui qui avait reçu une licence d'exportation. Le gouvernement américain saisit l'occasion pour exiger son rapatriement. Les Égyptiens retirent la pièce de la vente, mais elle disparaît de nouveau. Les pourparlers diplomatiques se sont éternisés après les enchères pour récupérer la pièce. Mais petit à petit, l'intérêt s'est estompé. Et on a fini par perdre sa trace. En 1954, le Double Eagle de 1933 de la collection de Farouk a ainsi disparu de la circulation, probablement enfermé dans un coffre quelque part au Caire. Une fois de plus, le Double Eagle de 1933 s'est évaporé. Londres, 1995. 40 ans ont passé quand Stephen Fenton, un expert numismate britannique, reçoit une offre. Un bijoutier égyptien souhaite vendre un Double Eagle de 1933. Ça m'intéresse. Le bijoutier égyptien vient de déposer la pièce dans un coffre-fort britannique où Fenton peut la voir. D'après le bijoutier, cette pièce faisait partie de la collection du roi Farouk. Reste à vérifier son authenticité. Extraordinaire. Que sait exactement Fenton du statut illégal de cette pièce si insaisissable? La première fois qu'un Double Eagle fut mis aux enchères à New York, 52 ans plus tôt, son prix était estimé à 1 500 $. Fenton va avoir besoin de bien plus. Il puise dans ses réserves et parvient à acheter la pièce pour 220 000 $.
Homme d'affaires avisé, il espère revendre la pièce de l'autre côté de l'Atlantique et réaliser un bénéfice de plus de 500 000 $. C'est un jeu dangereux. Toute personne arrêtée en possession d'un objet volé au gouvernement américain encourt une lourde peine de prison. Fenton est entré en contact avec un négociant américain du nom de Jay Parino, qu'il connaissait de réputation. Jay Parino, qui dirigeait une société appelée The Mint, était le plus gros acheteur des années 1990. Alors qu'est-ce que vous vendez? J'ai en ma possession un Double Eagle de 1933, en excellent état. Ça vous intéresse? Tout à fait, oui. Je pense avoir un acheteur. Depuis des années, les rumeurs courent sur les Double Eagle de 1933. Pour des acheteurs comme Parino, une telle offre ne peut pas se refuser. Tout à fait. Très bien. J'attends votre appel. Surtout qu'il a déjà un acheteur en lice. L'homme en question s'appelle Jack Moore. C'est un passionné de pièces qui achète pour un millionnaire obsédé par les Double Eagle. Allô? Salut Jack, c'est Jay. Jay Parino. Jay, il y avait longtemps. J'ai trouvé ce que tu cherchais. Ah oui? J'ai une piste très solide sur un Double Eagle de 1933. Tu es sûr? Il est réapparu en Europe. Intéressant. Tu le veux? Possible. Le vendeur en demande 1,5 million de $. Tu plaisantes. Disons plutôt la moitié. D'accord. J'appelle le vendeur et je te recontacte. Parino est confiant. Par le passé, il a gagné beaucoup d'argent en vendant des pièces à Moore et à son client. La pièce qu'il propose aujourd'hui pourrait s'avérer le coup le plus juteux de sa vie. Parino ignorait que Jack Moore lui en voulait. Il lui gardait rancune pour une affaire qui s'était mal passée. Parino va être piégé. Moore décide d'utiliser cette vente du Double Eagle pour se venger de lui. Il sait que la pièce est illégale. Il contacte donc le Secret Service qui lui dit de poursuivre les négociations. Le Double Eagle figure toujours sur la liste des objets les plus recherchés. La vente devra avoir lieu aux États-Unis pour que les agents fédéraux puissent confisquer la pièce. La conversation qui suit provient directement des transcriptions du Secret Service. C'est Jack. Salut. Tu ne m'as pas rappelé. J'imagine que tu n'as pas de nouvelles pour le prix? C'est temps pour parler. L'offre est acceptable? Je ne sais pas. Je lui ai dit que tu voulais baisser le prix. Reste à voir s'il accepte. Il faut qu'il vienne ici. Pour que le coup monté fonctionne, la pièce doit être sur le sol américain. Moore doit convaincre Parino de faire venir le vendeur aux États-Unis. Je ne sais pas si mon client acceptera de faire le déplacement. Dans ce cas, Mais je sais qu'il la veut ah oui. et qu'il a l'argent. Je l'appelle et je vois ce que je peux faire. Moore finit par accepter le prix fixé par Parino de 1,5 million de $, à condition que la transaction ait lieu aux États-Unis. Février 1996. Après des mois de négociations, un rendez-vous est fixé à New York. Une des plus grosses transactions numismatiques est sur le point d'avoir lieu. Mais chaque acteur a des intentions cachées. Les apparences sont trompeuses. Stephen Fenton se rend à New York en Concorde. Il y retrouve son cousin venu le soutenir. Fenton a sur lui une pièce d'une valeur dépassant le $1 million. Le Double Eagle est enfin de retour chez lui. C'est la première fois que Fenton et Parino se rencontrent. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend.
S'attendant à un gain de 530 000 $, Stephen Fenton est confiant. Il ignore que Parino s'attend à gagner encore plus, 600 000 $. Salut Jack. Jay, salut. Comment allez-vous? Bien. Le rôle de Jack Moore en tant qu'informateur du Secret Service est de vérifier l'authenticité de la pièce et de faire en sorte que la transaction ait lieu. Pour le Secret Service, si Fenton vend la pièce, le délit est encore plus grave. J'ai des vérifications à faire. Pour s'assurer de l'authenticité de la pièce, on a demandé à Moore de vérifier qu'elle a bien le poids d'un Double Eagle. Vous allez la vérifier? 33,4 grammes. Allons-y. Je vais vous la donner. Je veux juste la regarder. Ensuite, j'appellerai mon client et son expert pour leur dire de monter. Vous voulez la peser? Oui, mettez-la sur la balance. Le poids est bon. En tant que pièce d'or, elle vaut moins d'1 millier de $. Je peux la regarder? Bien sûr. En tant que Double Eagle de 1933, elle peut valoir des millions. Tu peux appeler ton client maintenant. L'acheteur sera accompagné d'un expert numismate. Et ben voilà, un beau morceau. C'est moi. Vous pouvez monter. Mais l'acheteur et l'expert sont en fait des agents sous couverture. Ils doivent confirmer l'authenticité de la pièce. Voici l'acheteur. Messieurs, Voici l'expert. Et voici la pièce. D'un regard, l'agent donne le signal. Il s'agit bien de la pièce. Un demi-siècle après l'enquête de Strang, le Secret Service s'apprête à mettre la main sur un autre Double Eagle de 1933. si mon expert est satisfait, je le suis aussi. Le signal est donné. On vous fait un virement? Bien sûr. Police! Secret Service, on ne bouge plus! L'opération est un succès. Le piège a fonctionné et tout le monde est arrêté. Ils sont emmenés pour être interrogés. Fenton encourt 10 ans d'emprisonnement pour possession et tentative de recel d'un bien appartenant à l'État américain. Il est loin de se douter qu'il est la première personne inculpée pour un crime commis plus de 60 ans auparavant. Félicitations. Beau boulot. C'est un triomphe, surtout pour Jack Moore. Son piège a fonctionné et il est très fier de lui. Les agents, eux, sont ravis. L'insaisissable Double Eagle de 1933 est de nouveau entre les mains des pouvoirs publics. L'histoire aurait pu s'achever ici, mais Fenton n'a pas dit son dernier mot. Il engage un avocat qui argue que son client ignorait que la pièce était illégale. Les poursuites contre lui sont abandonnées et il retourne en Grande-Bretagne. Réconforté, Fenton attaque alors le gouvernement américain pour qu'il lui rende son précieux Double Eagle. L'État américain, représenté par la procureure Jane Levine, doit se justifier devant un tribunal. L'argument principal des pouvoirs publics reposait sur le fait qu'aucune pièce d'or de 20 $ estampée 1933 n'était entrée en circulation. Elle n'avait jamais légalement quitté la monnaie. En plus de ça, une enquête du Secret Service dans les années 40
avait prouvé que plusieurs Double Eagle de 1933 avaient été volés à la monnaie par le caissier général de l'époque. L'avocat de Fenton répond que ce Double Eagle est particulier car il s'agit de celui qui a bénéficié d'une licence d'exportation pour l'Égypte et a appartenu au roi Farouk. Il argue que la licence, un document légal, a établi le statut légal de la pièce. À cause d'une erreur du Trésor commise 60 ans auparavant, ce Double Eagle de 1933 peut être commercialisé. Restait à savoir si la licence allait permettre à la défense de l'emporter. Nous n'avions plus de témoins vivants qui puissent nous éclairer sur l'affaire. La licence d'exportation permet à Fenton de gagner. Le gouvernement américain lui propose alors un accord. L'accord prévoyait que la pièce soit retournée à la monnaie et déclarée propriété de l'État. En retour, la monnaie acceptait de la mettre aux enchères. Les gains seraient ensuite partagés à part égale entre les pouvoirs publics et Fenton. « 2002, la maison Sotheby's à New York. Aucune pièce de monnaie n'a jamais attiré autant d'attention de journalistes et de millionnaires. On veut toujours attirer un maximum d'enchérisseurs, c'est beaucoup plus intéressant. 2 personnes, c'est bien, mais 5, c'est mieux. Et 10, c'est encore mieux. Reste une part d'imprévu, le nombre de non-collectionneurs. Un homme qui n'a jamais participé à des enchères décide de participer à celle du Double Eagle. J'ai reçu un appel d'un homme à qui je n'avais jamais eu affaire auparavant. Il m'a annoncé qu'il souhaitait participer aux enchères, mais en restant très discret. Il n'avait jamais participé à des enchères et il voulait en connaître le fonctionnement, le processus. Je lui ai donné une idée de la cadence. Les enchères montraient à 2 millions, puis 2 millions 100, 2 millions 200, 2 millions 300. J'ignorais jusqu'où il comptait surenchérir. Je pensais à quelques millions. Quoi qu'il en soit, il était important qu'il participe. À ma droite, 2 500 000. 2 600 000, 2 700 000 au téléphone, 3 200 000 au deuxième rang. À l'abri des regards, l'homme mystérieux surenchérit au téléphone par l'intermédiaire d'un membre du personnel. 5 100 000 au fond au centre. 6 millions de dollars à ma gauche. 6 100 000 dollars. 6 200 000 dollars. 6 500 000 dollars maintenant. Merci. 6 600 000 à ma gauche. Adjugé à 6 600 000 dollars. Le mystérieux enchérisseur a remporté l'enchère avec un montant jamais atteint pour une pièce. L'acquéreur m'a appelé et m'a dit qu'il souhaitait que la pièce soit exposée. Il ne voulait ni la rapporter chez lui, ni la mettre dans un coffre à la banque. Il voulait que le public puisse la voir. L'acquéreur, qui demeure anonyme, n'a jamais touché son Double Eagle. Il est aujourd'hui visible dans la salle des expositions de la Banque de la Réserve fédérale à New York. Au total, la pièce lui aura coûté 7 590 000 dollars, plus les 20 dollars d'origine pour qu'elle soit légale. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que tout est rentré dans l'ordre. Eh bien, non. Un point de l'enquête de l'agence Strang menée 60 ans auparavant reste non résolu. Easy Sweet aurait dit à James McAllister que son associé pouvait obtenir d'autres Double Eagle de 1933. Apparemment, il avait 25 de ces pièces d'or de 1933 et n'en avait vendu que 14. Donc il y en a encore beaucoup en circulation. En 2004, la famille du défunt Easy Sweet contacte la monnaie. Elle souhaite faire authentifier 10 pièces trouvées dans les affaires du bijoutier de Philadelphie. Il s'agit de 10 Double Eagle de 1933.
J'ai appelé l'acquéreur de la pièce pour lui annoncer que 10 pièces identiques à la sienne venaient d'être découvertes. Il m'a répondu « Je vais devoir les acheter ?» J'ai trouvé sa réaction formidable. C'est l'affaire la plus intéressante qu'il m'ait été donné de traiter. L'histoire qui l'entoure est tellement riche. Les ramifications de cette affaire s'étendent des années 30 à aujourd'hui. Et elles vont d'un vol à la monnaie dans les années 30 à une opération de police à l'hôtel Waldorf Astoria de New York dans les années 90, en passant par une vente aux enchères au Caire dans les années 50. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une affaire aussi complexe. Le gouvernement ayant confisqué les pièces, les héritiers d'Easy Sweet ont intenté un procès pour les récupérer. S'ils gagnent, c'est la fortune assurée. Mais la valeur de la pièce du roi Farouk pourrait baisser. S'ils perdent, sa valeur pourrait grimper. Quoi qu'il advienne, l'histoire de cette pièce défie l'imagination. Elle évoque les nobles aspirations de Teddy Roosevelt et le génie créatif de Saint-Gaudens. Mais aussi la cupidité sans pareille d'un roi égyptien et une opération du Secret Service. Une histoire d'une valeur de 7 500 000 $. Mais tout n'est pas terminé. Strang savait que Sweet avait été en possession de 25 Double Eagle de 1933. Sur ces 25, 20 ont été retrouvés. Il en resterait donc 5 dans la nature. La pièce la plus précieuse et la plus énigmatique du monde n'a apparemment pas encore révélé tous ses secrets.